Donc là, quand tu sors d'Artenara, ça monte direct. Et là, climat vraiment incroyable. Enfin, d'un virage à l'autre, tu passes de la pluie avec des rafales de vent incroyables où tu es obligé de tenir ta casquette, où tu te prends un brumisateur dans la tête, au virage d'après, genre 5 mètres après, hein, en plein soleil, sur ta droite, avec ambiance canicule. Et ça a fait ça tout le long jusqu'à Terreda. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet ? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Basile Cornillo, avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger lors de l'épisode 7 du podcast, lors duquel il est venu nous présenter comment il s'est préparé pour la Transgran Canaria Advance. Mais dans cet épisode, c'est bien de sa course dont nous allons parler. Pour ceux qui ont suivi Basile, ou bien le compte Instagram du podcast, vous connaissez déjà le résultat de sa course. Mais aujourd'hui, quelques jours seulement après la course, et grâce à Basile, nous allons pouvoir en savoir plus et nous immerger pleinement dans cette aventure. Salut Basile, sans trop spoiler, comment tu te sens quelques jours après la course ? Salut Alex, bah écoute, plutôt très bien, à la fois mentalement et physiquement. Bah là on est à J+2, mais j'ai fait une bonne journée de récup aujourd'hui. Hier c'était un peu plus compliqué, mais là ça va beaucoup mieux déjà. Ok, cool. On va repartir de ton arrivée sur l'île, qui je rappelle, c'est une île que je ne connaissais pas. Comment ça s'est passé et quelles ont été tes premières sensations ? Bah du coup on est arrivé mardi dernier et premières impressions, enfin, quand on est arrivé à l'aéroport, bah déjà quand tu arrives au loin. Enfin, quand l'avion commence l'atterrissage, entre guillemets, tu vois l'île et tu vois que c'est très très sec. Donc l'aéroport est côté sud de l'île et tu vois effectivement qu'il y a pas de verre, c'est vraiment super sec. Et après, bah, on a récupéré la voiture et on est parti directement à Las Palmas, qui est la capitale de l'île. Et donc là, on a passé les 2 premières nuits à Las Palmas dans le quartier colonial qui s'appelle Vegeta, qui est un super quartier vraiment tout mignon. Et là, on a fait un peu de tourisme. Et donc, du coup, pendant ces deux premiers jours et demi, j'ai quasiment pas du tout pensé à la course. Ok, ça c'était donc début de semaine, sachant que la De course. mardi à jeudi, ouais, c'est ça. Ok. Donc là c'était vraiment en détente, acclimatation. Et au niveau d'ailleurs du climat, c'était sur Bah quoi comme là, il température ? faisait bon, il faisait genre l'après-midi, il faisait 24 quoi. Entre le soir, il y avait un petit air frais, mais tu pouvais tenir en t-shirt, sinon tu mettais un petit gilet. Mais la journée, il faisait 24, short t-shirt à Ok. l'aise. Ouais, climat parfait pour aller Ouais, courir ni quoi. trop chaud, ni trop froid, vraiment nickel quoi. Incroyable. Cool, après ces petits jours d'acclimatation, niveau entraînement, comment ça se passe pour entraînement, alimentation ? Bah, du coup, là, j'ai fait dès le lendemain, enfin le mardi matin, avant de prendre l'avion, pardon, j'ai fait un. Non, mais putain, je sais même plus, je te dis des bêtises. Non, c'était le lundi. Le lundi que j'avais fait un run juste avant de prendre l'avion le mardi, et j'ai fait un décrassage le lendemain de notre arrivée, voilà, le long de la mer, un petit décrassage d'1 heure à peu près. Donc avec quelques accélérations de 15 secondes. Et sinon,
Niveau alimentation, bah là, je me suis pas trop pris la tête, mais on a mangé dans un bar-resto qui faisait des tapas excellents. Donc, c'était un petit peu avec patates, fromage, un peu de tortilla espagnole. Enfin, pas trop de gras ni de choses trop sucrées, mais j'ai quand même pris une petite glace un après-midi au soleil, quoi. Mais pas de O- folie en soi, quoi. Ok, donc pas trop non plus de restrictions. Non, 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 bah là c'est les vacances, mais comme c'est l'Espagne, bon, y a pas trop de décalage alimentaire, même s'ils ont des spécialités. C'est pas comme si tu faisais une course en Thaïlande ou en Chine où là, tu sais pas trop ce que tu manges. Là, ça va, quoi. Ok. Et alors du coup, là, on arrive vraiment, on va se rapprocher un petit peu de la course. À partir de quel moment tu sens un petit peu, voilà, la course approcher? C'est quoi, alors, au moment où tu prépares un petit peu tes affaires pour le lendemain? Bah, le moment où je me suis vraiment focus dans la course, enfin, commencé à me focus dans la course, c'est quand on a justement quitté l'hébergement qu'on avait à Las Palmas et qu'on est arrivé à Maspalomas, donc lieu du retrait de dessart et lieu d'arrivée de la course. Donc là, on est arrivé en fin d'après-midi le jeudi. Du coup, là, on a profité un peu de la piscine, on s'est posé. Donc là, il faisait 28 degrés. Par contre, Maspalomas, c'était la folie. Vraiment l'été, enfin, c'est la zone vraiment la plus touristique, là où il y a le plus de monde, mais vraiment super sympa en termes de climat. Donc là, on avait un hôtel, enfin là-bas, il y a à foison d'hôtels, c'est un peu la foire, mais nous, on avait un petit hôtel sympa avec des bungalows, une piscine non chauffée, une piscine chauffée. Donc on en a profité un petit peu. Le soir, on a été se balader et voir le sunset sur les dunes de Maspalomas, qui est un des sites les plus connus de Grande Canaria. Donc là, j'avoue, c'est vraiment, vraiment magnifique. Tu as l'impression d'être dans un mini désert, mais avec la mer juste à côté. Donc ça, c'était somptueux. Et c'est dès le vendredi, du coup, matin, que j'ai été retiré, donc le fameux dossard, et que j'ai commencé à préparer toutes mes affaires et à checker tout. Ok, donc par rapport à ce qu'il disait dans le petit descriptif de la course que j'avais lu en partie 1, le fait qu'il y a un petit peu différents climats sur cette île-là, ça, tu as pu le vérifier déjà dès la première semaine. Ouais, enfin pas tant, parce que alors déjà, c'est vrai que quelques jours avant le départ, ils avaient, enfin, là, je vais y arriver, pardon. L'orga nous avait envoyé un mail en précisant que le kit grand froid allait peut-être être activé. Donc là, du coup, j'ai dû partir avec tout le matos nécessaire au froid dans ma valise. Et ils ont confirmé ça donc 2 jours avant le départ, donc de la 126 km et de ma course, la 84. Donc le kit grand froid total a été activé pour ceux qui faisaient la 126 km. Et pour la nôtre, uniquement enfin, le pantalon long était obligatoire. Le reste était vivement recommandé, mais pas obligatoire. Mais le bulletin météo prévoyait énormément de vent et des grosses rafales de vent et de pluie, voire de neige mêlée. Donc voilà, tout ça m'a mis un petit peu bah, pas dans le doute, mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre, à Maspaloma, il se fait 28, et là, ils nous disent enfin, que le kit grand froid est à moitié activé. Donc là, tu commences à te dire, ok, ouais, il y a vraiment sûrement des microclimats. Donc voilà, mais je reviendrai après sur le climat pendant la course, Ouais. je te dirai. Au niveau des équipements qui étaient fortement recommandés, là, on parle de quel équipement? Donc bah là, en obligatoire, donc il y avait uniquement le collant long, enfin pantalon ou collant long. Et sinon, dans le reste qui était vivement recommandé, il y avait gants, bonnet et enfin, une seconde couche chaude. Ok. Eh ben écoute, là, on va se mettre sur le jour de la course, jour de départ. Raconte-nous un petit peu, voilà, ton arrivée jusqu'à la ligne de départ. Comment tu te sens? Dans quel état d'esprit tu es ce matin-là? Bah déjà, quand j'ai récupéré le dossard, bon, c'était super agréable. Le village expo était super sympa. Le retrait de dossard rapide. Donc là, tu te penches un peu plus dans ta course. Tu vois les panneaux avec le tracé, etc. Et après l'après-midi, donc je suis rentré, j'ai préparé toutes mes affaires, tout bien checké, donc tout était prêt déjà en soi. J'ai fait une bonne petite sieste d'une heure. Et après, je me suis couché vers 22h30 pour un lever donc à 5 heures. Parce qu'initialement, je devais prendre la navette
mais ça me faisait lever à 4h15 pour manger un bout, puis ça faisait lever ma compagne et ma fille pour qu'ils m'accompagnent au lieu de départ de la navette. Et au lieu de faire ça, en fait, finalement, on s'est tous levés à 5 heures et on est parti en voiture sur le lieu de départ qui est à Gaëté, donc au nord de l'île, où finalement il n'y avait qu'une heure de route. Donc grâce à ça, ça m'a permis d'économiser une nuit de sommeil et parallèlement de... Pas une nuit de sommeil, n'importe quoi, une heure de sommeil. Et parallèlement à ça, bah, voilà, ma compagne et ma fille ont dormi dans la voiture. Et après, du lieu de départ au premier premier ravito avec assistance autorisée, il n'y avait plus qu'une heure de route. Donc pour elles aussi, c'était beaucoup plus sympa de faire ça. Comme ça, elles ont pu voir le départ. Et moi, ça me retirait un petit coup de stress en moins de faire le trajet en car. C'est toujours un peu chiant quand tu as une heure et quart de car, si tu as envie de pisser ou quoi. Enfin, tu n'es jamais à l'aise vraiment dans un car. Donc là, moi, je préférais conduire, faire une heure de voiture tranquille et puis d'arriver sur le lieu de départ. Donc c'était parfait. Et en arrivant à Gaëté, bah, on est arrivé juste au lever du soleil puisque le départ était à 8 heures. Donc là, ambiance vraiment, ça m'a fait penser vraiment au départ du Mute à Madère. Tu as à peu Mm. près les mêmes paysages, tu as des grandes falaises très, très froides, très obliques, avec énormément de vent. Et il faisait 15-16, mais avec le vent un petit peu frais. Et voilà, un départ vraiment sur le port. Donc là, tu vois tout le monde qui se prépare, etc. Et le départ sur la ligne, bah, c'est marrant, ils parlent qu'en espagnol, donc sûrement ils font un petit briefing de course, mais qu'en espagnol. Donc moi, j'ai fait espagnol à l'école, mais j'ai totalement oublié, donc j'ai rien compris. Et ils font même pas de traduction en anglais. Et ça change de la musique de l'UTMB ou des Templiers. Je pense, hein, peut-être que certains auditeurs, s'ils sont espagnols, pourront me dire, mais je pense que c'était l'hymne des Grandes Canaria qui a été, j'allais dire projeté, pas projeté, mais mis au départ. Donc il y avait une petite ambiance vraiment exotique, voilà, qui était sympa, quoi. Donc voilà, jusqu'au départ, comment ça s'est passé. Ok, et donc l'heure du départ, tu peux juste nous la rappeler? 8 Euh, heures. 8 8 heures, heures heure voilà, ok. locale, donc ça faisait 9 heures en France. Ouais. Avec le petit décalage Ouais. horaire. Donc 8 heures hors de départ sur une course en tout cas, qui s'annonce magnifique. En tout cas, au niveau des conditions climatiques, pour le moment, ça annonçait quoi d'ailleurs, ce départ-là, à part potentiellement le froid, mais toi, en regardant la météo le matin? Bah, en bulletin météo, moi j'avais que ce qu'ils nous avaient envoyé par mail, donc grosse rafale de vent, de la fraîcheur et possiblement des rafales de pluie aussi. C'était ce qui était annoncé. Ok. Donc quand on a démarré, bah, t'as quoi? T'as allez, 500 mètres enfin, pour quitter le port, tu as 500 mètres de bitume et après tu montes directement dans une colline. Et là, on a dû commencer par 700, je pense, ouais, 600, 700 mètres de dénivelé. Donc tu montes à flanc de falaise et tu as vue sur les falaises et tout. C'est vraiment somptueux. Là, ça m'a fait vraiment penser à Madère, sauf qu'à Madère, sur le Mute, le départ était de nuit. Et là, tu montes tranquillement. C'est très sec, mais il y avait du vent, mais il faisait ouais, 15-16 degrés. Donc c'était plutôt agréable pour courir. Puis là, le but du départ, c'est de se mettre dans ton rythme sans trop y aller fort et de jauger un petit peu la forme du moment. Donc là, je sentais que les jambes étaient plutôt bonnes à ce moment-là. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu qui est autour de nous. Donc c'est toujours marrant. Puis tu vois les premiers déjà accentuer leur avance par rapport à toi. Donc ça te met dans le bain. Après, on a attaqué une première descente qui était vraiment assez technique. Donc là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même plus technique que ce que je m'imaginais. Et après, on est redescendu. Première grosse montée, là aussi, avant d'arriver au premier ravito. Donc, ravito El Hornillo, ça s'appelait. Donc là, un ravito dans un. Enfin, c'était même pas un village, c'était un lieu-dit, je pense. Donc là, je me suis pas arrêté du tout. Enfin, j'ai juste rechargé mes flasques. J'avais ce qu'il me fallait en nourriture avec moi. Et donc là, me voilà reparti pour Artenara. Donc c'était le premier ravito avec assistance autorisée. Donc c'était au bout du 22e. Donc il faut savoir que
toute la première partie de course, donc sur les 45 premiers kilomètres, tu as un ratio de 10 et 1000 à chaque fois. Du coup, premier ravito avec assistance à Artenara. Donc là, c'est un ravito où j'ai pas traîné. J'ai dû rester 3-4 minutes. Donc il y avait ma fille et ma compagne qui m'attendaient avec deux flasques pleines. Donc j'ai jeté les deux miennes vides. J'ai repris les deux pleines et j'ai mangé quelques quartiers d'orange et de banane. Et me voilà reparti aussitôt. Donc là, c'était à 22 et 2000 et quelques dénives. Et donc là, prochain ravito, Tereda. Donc là, quand tu sors d'Artenara, ça monte direct. Et là, climat vraiment incroyable. Enfin, d'un virage à l'autre, tu passes de la pluie avec des rafales de vent incroyables où tu es obligé de tenir ta casquette, où tu te prends un brumisateur dans la tête, au virage d'après, genre 5 mètres après, hein, en plein soleil, sur ta droite avec ambiance canicule. Et ça a fait ça tout le long jusqu'à Tereda. Donc c'est une longue montée sur une crête où d'un côté, tu as l'île verte, enfin, tu as l'impression d'être sur une île humide, verte, avec de la brume qui arrive, du brouillard. Enfin, vraiment, tu ressentis 5 degrés. Et sur ta droite, plein soleil. Donc, c'est ce que je disais à ma compagne et ma fille. Je disais, j'avais vraiment l'impression d'avoir l'épaule gauche, il faisait 5 degrés, et de me prendre tout dans la tête, les rafales de vent. Et à droite, la canicule. Donc, c'est vraiment pour imager, c'était vraiment, vraiment ça. Et du coup, au niveau matos, bah, c'est vrai que là, il y a pas mal de monde qui avait mis la veste, voire les capuches. Mais moi, je l'ai finalement pas mise parce que en courant, j'avais pas tant froid que ça. Et surtout, bah, je m'étais aperçu que d'un virage à l'autre, tu étais au soleil. Donc, je me suis dit, sortir la veste, galérer à la mettre avec les rafales de vent pour vouloir la remettre dans sa poche 5 mètres après, c'est un truc à s'énerver ou à perdre du temps ou à voir s'envoler sa veste dans la falaise. Et donc j'ai dit non, je la sors pas. Donc j'ai fait tout le long comme ça. Et voilà, il faisait frais, j'avais quelques frissons, mais je me sentais bien. Et là, on arrive au sommet, enfin l'un des sommets qui est Cruz da Terreda, où il y a le Parador, d'où je te parle actuellement. Donc c'est marrant parce que je suis passé au pied de l'hôtel Parador Cruz de Terreda où je loge actuellement. Donc on est passé au pied. Et là, on a commencé la longue, enfin pas la longue, mais la descente vers Terreda. Donc là, on a senti que le climat a changé, même s'il y avait encore un petit peu de brume. Là, on passait vraiment au soleil. Et là, ambiance vraiment cagnode, très aride, avec pas mal de cactus. Donc on slalomait dans les pentes et dans les patelins, dans les hameaux, dans des ruelles. Donc c'est comme à Madère, tu as des ruelles en bitume ou en pavé, mais archi pentu, genre 30%. Donc Ok, ça te ouais. casse un peu les pattes. Et tu slalomes comme ça, tu passes même devant des jardins de gens. Moi, je me suis écorché sur un cactus, donc c'était marrant, j'avais le bras un petit peu en sang. Donc me voilà arrivé au ravito de Tereda. Donc là, Tereda, si tu as la carte sous les yeux, le profil, c'est 35 et 3000 et quelques trucs comme ça. Et ouais, exact. Il n'y a pas le dénivelé à ce moment-là, mais on est bien sur les 30 et quelques Ouais, c'est ça, kilomètres. c'est 35 et 3003. Donc là, je me suis assis vraiment une minute. Pareil, j'ai rechargé les flasques. J'ai mangé, enfin, j'ai bu une soupe et demie, parce que les soupes, bah, j'en ai parlé dans le premier épisode, c'est assez fantastique. Donc même s'il commençait à faire chaud, j'avais besoin de salé. Et en fait, ce qui manquait vraiment à Ravito, alors à Ravito, il y avait plein de choses, hein, mais il n'y avait pas de fromage. Et moi, j'ai l'habitude de manger du fromage, genre du comté, du Beaufort ou même du gruyère sur la plupart des courses. Et là, bon, bien sûr, ils n'ont pas de comté de Beaufort, mais ils ont quand même. Enfin, les Canaries, c'est connu pour le fromage. Ils ont plein de queso, donc c'est du fromage. Ils ont plein de sortes de queso, et il n'y en avait pas. Donc ça m'a un petit peu gêné. J'avais besoin de salé, donc j'ai mangé un petit peu de jambon cru et cette fameuse soupe. Et donc je suis reparti, et là, ma fille m'a vu arriver avec le bras un petit peu en sang. Elle a eu peur. Je me dit non, mais c'est rien, je me suis pris un cactus. Donc elle a pris ça en photo. Je devais être son blessé de guerre pour elle, mais c'était rien du tout, c'était juste impressionnant. Et donc après, je suis reparti. Ouais. Là, ouais, donc là, pour faire un peu le point là, sur ces 30 kilomètres, parce que là, niveau dénivelé, donc tu as déjà encaissé au moins enfin peut-être un peu plus de la Ouais, moitié même.
Ouais, plus de la moitié, ouais, plus du de la moitié. dénivelé positif. Tu as pu commencer à faire un petit peu de dénivelé négatif. Parce qu'on voit en tout cas au niveau du profil, j'ai pas les distances sous les yeux, mais la descente pour aller jusqu'à Tereda, elle a l'air quand même de Ouais, durer elle un est petit pas temps, quoi. très longue, mais elle est assez abrupte, comme je te disais. Donc, ouais, moi, comme je t'avais dit, les descentes, c'est mon. Enfin, j'encaisse bien, mais là, j'y suis allé tranquillou. Je faisais des petits pas, je forçais pas trop. Le chemin était encore très très long, il restait encore 50 bornes, donc c'est pas le moment de se péter les quadrilles Mm. bêtement, quoi. Ouais, t'as pas Donc là, attaqué. Ouais. non, non, non. Là, je suis arrivé à Tereda, j'étais vraiment encore. Enfin, j'étais très très bien, quoi. Ok. J'étais frais comme Frais un et gardon. lucide. Frais, lucide, impeccable. Pour repartir sur la suite, parce que là, vu le profil, il y a encore un bon morceau qui Ouais. t'attend jusqu'au prochain ravito. Ouais, c'est ça. Là, c'est the gros morceau, apparemment, c'est ce que tout le monde disait. Donc là, tu quittes Tereda, tu passes dans le village, donc c'est assez animé, il y a pas mal de monde, donc c'est vraiment sympa. Après, tu as une petite descente, et là, tu commences à monter, en fait, sur le fameux site qui est Roque el Nublo, donc qui est le fameux site avec les deux rochers gigantesques qui fait vraiment penser États-Unis. Donc là tu es vraiment dans des paysages totalement arides, avec juste des cactus, quelques maisons blanches à droite à gauche. Donc ça te fait penser à un mélange un peu du Maroc et des USA. Alors j'ai pas été aux USA, mais avec tous les reportages que j'ai vus ou les courses, ça me faisait vraiment penser à ça. Et un petit peu aussi au grand sud du Maroc que j'ai pu faire là. Donc au niveau voilà, paysage et même climat, ça faisait penser à ça. Donc là, tu as une longue montée qui est assez abrupte et qui là, pour le coup, m'a un petit peu entamé. Enfin, j'étais pas au mieux. Je pense que j'avais pas assez mangé. Et là, elle est assez longue, donc j'ai pas été, j'ai pas été au mieux. Alors j'ai géré, hein, j'ai pas eu de grosses défaillances, mais que je sentais que c'était un petit peu dur. Donc je l'ai fait à mon rythme. Je pense que là, j'aurais pu aller beaucoup plus vite en temps normal, mais là, je l'ai monté vraiment tranquillement. Donc là, pareil, il faisait mélange de soleil, et plus on montait, plus il y avait toujours cette brumasse là qui était présente. Et on est arrivé au pied de Roquel Nublo. Donc j'avais vu des photos, les vidéos, donc je m'attendais à un truc grandiose, mais là, pas de peau, jour blanc, enfin, passage, passage blanc quand moi j'y suis arrivé. Donc là, il faisait vraiment tout brumeux. Et en fait, tu arrives à un croisement de chemin, et à gauche, c'est Roquel Nublo, et ils te font juste monter cette partie-là pour pointer en haut. Donc tu as t'as un pointage, et en fait, tu reviens et tu redescends. Donc c'est juste un pointage aller-retour, normalement pour voir le site et que les photographes prennent des belles photos. Mais là, manque de peau pour moi. Jour blanc, j'ai rien vu, donc il caillait, donc j'ai vraiment pas traîné. J'ai fait l'aller-retour, je suis pointu, j'ai pointé, je suis redescendu, et donc on est arrivé au troisième ravito à El Garanon, qui est un camp où il y a des bungalows qui font un peu camping pour ceux pour les touristes qui viennent justement en randonnée dans le coin, parce que là, tu as des super lieux de randonnée. Donc là, c'était le troisième ravito, et c'est aussi le camp de base, entre guillemets, où ceux de l'ultra du 126 km et même notre course pouvaient avoir leur sac d'allègement et peuvent se changer. Et tu as aussi une cantine, donc tu as vraiment t'as genre un self, tu passes comme à la cantine, enfin, tu as un petit cheminement où tu prends ton plateau, tes couverts, et là, tu as la maman espagnole qui te sert, t'as du riz, de la paella, des patates, du poulet. Alors moi, je demande un petit peu de riz et deux, trois morceaux de poulet. Elle m'a servi une assiette de malade mental. Bien sûr, j'ai mangé 3 cuillères, et je suis reparti. Donc j'ai un peu gâché. Et j'ai mangé des patates, parce qu'il y a un fameux plat typique là-bas c'est des toutes petites patates comme des pommes de terre grenaille, mais cuits, je pense, au four, enrobés un peu de sel, et ils ont des sauces rojo ou verde pour agrémenter ça, donc c'est super bon. Là, j'ai juste mangé les patates, j'ai pas pris la sauce, hein, j'ai pas pris de risque, et un peu de riz, et je suis reparti du coup. Ok, ouais, donc là, c'est vraiment là où du coup, je t'avais parlé du sac de vie Ouais, qui était possible. Donc là, c'est ici que certains ont pu le mettre. Donc là, ils ont mis quand même un campement un peu plus, en tout cas, gros, conséquent que. ouais, ouais, c'est ça. Tu avais un vrai camp
ou ceux de l'Ultra notamment, qui avaient passé, je pense, une nuit assez terrible parce qu'il avait beaucoup flotté pour eux, ceux qui étaient partis à minuit. Donc, moi, déjà, j'étais assez mouillé, mais eux, ils étaient complètement trempés. Et il y avait quand même des chemins boueux. Il y en a pas mal qui avaient dû se péter la gueule. Ils étaient tout pleins de boue. Donc, je pense que le fait de se changer, eux, ça leur a fait le plus grand bien. Moi, je n'ai pas eu la nécessité puisque voilà, avec le soleil entre-temps qu'il y avait eu, j'étais relativement sec et j'avais pas envie de perdre de temps non plus. Donc ça, c'est un ravito où j'ai dû rester peut-être 7-8 minutes, quoi, max. Est-ce que là, entre le parcours 84 et 126, si je me trompe pas, à quel moment en fait ils deviennent communs? Enfin, déjà, est-ce qu'ils deviennent communs jusque d'ici à la fin du parcours? Ils deviennent communs juste avant le premier ravito à El Hornillo. D'accord, ok. Ouais. Donc finalement, moi j'ai commencé en doublé, forcément parce qu'ils ont déjà plus de 8 heures dans les pattes. J'ai commencé en doublé, ouais, moi à partir du 9e kilomètre, quoi. Donc là, tu commences à être sur le même parcours que nous à partir du 9e kilomètre, quoi. D'accord, ouais, en fait, c'est quasiment. Enfin, le parcours 84, il y a, ouais, on va dire, il y a 90% du parcours qui est celui du 126. Ouais, il y a juste deux, trois variantes à certains moments, enfin entre El Hornillo et Terreda. Sinon, après, à partir de Terreda, c'est exactement le même parcours. Même avant, je pense. À partir d'Artenara, c'est exactement le même parcours. Ok, d'accord. Donc du coup, tout au long de ma course, j'en ai croisé forcément. Enfin, j'en ai doublé. Et donc, eux, ils sont partis, tu me dis, à minuit, c'est ça? Le même jour, mais à À minuit? minuit, ouais. Ouais, eux, ils D'accord. sont partis à minuit de Las Palmas, donc de la capitale. Donc eux, ils ont fait 8 heures déjà dans le nord. Et eux, effectivement, ils ont dû choper. Bah, j'avais vu les vidéos, c'est marrant, en me levant le matin, là, à 5 heures du match, je regardais les vidéos bah, de Courtenay, de Zach Miller qui passait, et tu voyais qu'ils prenaient la flotte et il y avait un vent aussi de dingue. Donc eux, ils ont dû passer une sale nuit. Ouais, ok. Donc ça va, tu t'es peut-être pas trop mal sur ce coup-là Ouais, pour. on s'en est pas trop mal sorti. Je pense que nous, bon, il a fait froid, il a plu, mais il faisait jour, donc c'est pas les mêmes. Enfin, pour ceux qui ont déjà fait des ultras et qui ont passé des nuits dehors, la nuit c'est complètement différent, hein, quand même. T'as pas les mêmes repères, enfin, enfin, c'est pas le même climat non plus. C'est pire, quoi. Pour finir avec ce point de ravitaillement, tu es resté combien de temps dessus à peu près? Donc celui-là, Artenara, non, je vais y arriver. El Garanon, j'ai dû rester 8 minutes. Donc là, là, ça devait faire 45 et 4000. Donc là, tu as tout le dénivelé quasiment avalé et tu as fait plus de la moitié de la course. Mais par contre, il te reste un marathon et 800 mètres à faire encore, avec une grosse descente Mm. derrière. Donc là, c'est la descente de El Garanon jusqu'à Tunte. Donc là, tu commences. Enfin, quand tu quittes le ravito, tu t'es dans des forêts de pins, donc c'est vraiment super agréable. Donc là, c'est mi-ombre, mi-soleil, donc ça se court très bien. Le terrain est plutôt mou et pas trop technique, donc pour se relancer, c'est vraiment pas mal. Et au bout d'un moment, tu sors de cette forêt-là et tu commences à attaquer d'un coup une descente, mais absolument magnifique, mais ultra cassante pour les quadris. En fait, c'est une ancienne voie, je pense, enfin pavée, mais pavée vraiment pavée à l'époque. Donc c'est pas pavé lisse, Ouais. c'est des rochers, des cailloux complètement disparates, donc où tu peux te faire la cheville au moindre instant et qui serpente comme ça dans un canyon. Vraiment, on se croirait dans le Grand Canyon, complètement sec, avec des grandes falaises aussi, des cactus, des palmiers. Enfin, ça faisait vraiment USA ou Maroc. Et là, tu as une longue descente où tu dois descendre quasiment, tu dois avoir peut-être 800 ou 1000 mètres de démoin. Et là, ça te fracasse les quadris et les chevilles, donc il faut vraiment faire gaffe. Mais là, je me suis régalé, j'étais vraiment super bien. Le paysage était grandiose. Là, il faisait bon, pas trop chaud. Enfin, j'étais bien et c'est marrant. Donc après cette longue descente, il y a eu un croisement de route. Donc là, t'as des bénévoles qui font la circulation. Et au même moment, en fait, j'ai croisé ma compagne et ma fille qui allaient sur le prochain ravito. Et donc, je les ai vus à ce même moment-là. Donc, coup de chance. Donc, elles T'as m'ont klaxonné. le hasard du Ouais, vraiment le hasard, total. mais j'arrive sur la route et je vois que voilà, le mec fait la circulation. Je tourne ma tête à droite
et je vois une voiture blanche, je dis, ah, ça, tiens, elle ressemble à la nôtre de Locke. Et je regarde dedans, je dis, mais oui, c'est eux, et ils me font coucou. Donc, incroyable. Franchement, un coup de chance, incroyable. Et du coup, je me dis, mince, faut pas qu'elle traîne parce que je pense que je vais arriver au ravito dans pas longtemps. Et là, sur les estimations horaires sur le live, là, j'ai repris vachement de temps. Et donc, du coup, je suis arrivé au ravito de Tunte. Et elles étaient là, mais elles sont arrivées genre 5 minutes avant. Donc, c'était vraiment tout juste, quoi. Ok. Mais et ouais, c'est vrai que c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais du coup, forcément, j'avais un objectif temps, comme on l'a précisé dans le premier épisode. Donc, j'avais dit entre 12 et 13 heures. Moi, je m'étais fixé 12h35. En fait, le tableau fantôme, je sais pas si tu sais ça, Alex, mais sur Non. les suivis Live Trail, en fait, selon ta cote ITRA ou ta cote UTMB, tu as un tableau estimatif de tes temps de passage au ravito et de ton temps final, donc Ok, selon ta d'accord. cote. Donc moi, selon ma cote, il me mettait temps estimé 12h35 avec des temps de passage à chaque ravito. Donc moi, je m'étais un petit peu calé sur ça. Mais dès les premiers ravitaux, en fait, j'étais en avance de 15-20 minutes. Donc c'est là où je me suis dit, ah putain, je suis plutôt dans un bon jour et c'est bon signe, quoi. Donc, et après, selon les ravitaux, enfin, selon les estimations, que ce soit en montée ou en descente, bah, moi, forcément, je gagnais du temps, plus quand il y avait des parties descendantes que montantes. Que m'entendre. Donc, c'est pour ça que ce ravito-là, au final, elles sont arrivées 5 minutes avant et elles ont failli me louper, quoi. Donc, D'accord. finalement, ça s'est bien goupillé. Parce que là, t'étais à combien de temps à peu près sur tes temps de passage? Combien de temps d'avance? Bah là, j'ai pas regardé, mais je devais être quasiment 45 minutes, même voire 1 heure avant, hein. Ah Une oui, heure, d'accord. ouais, ouais, donc j'étais très très large, quoi. Ok, ouais. Et là, on arrive à Tunte, donc vraiment petit village super mignon. Ça faisait un petit peu ambiance mexicaine, marocaine, États-Unis, tu vois. Ah, tu fais le tour du monde là. Ouais, ouais, c'est pour ça que tu voyages, mais c'est ça qui est kiffant, donc ça te motive et en fait, les kilomètres passent plutôt vite, c'est un bien grand mot, mais ça passe bien, quoi. Donc là, ravito, et chose extraordinaire aussi, bah, ah tiens, même avant, il faudrait que je le dise ça, quand on était à Algaranon, j'ai croisé Émilie Vaudan. Émilie Vaudan, qui est une athlète suisse que l'on sponsorise chez Baou. Donc je savais qu'elle faisait la course, mais je pensais qu'elle allait être devant moi parce que bah, c'est une élite, hein. Donc là, je la vois au ravito et je me dis, tiens, Émilie, ça va et tout. Elle me connaît pas. Je lui dis, bah, je suis le directeur commercial Baou, comment ça va? Elle me dit, ah, moi, ça va pas, je suis pas en grande forme, j'ai vomi, etc. Je dis, ah mince et tout. Bah, je dis, bah, allez, bonne chance et peut-être à tout à l'heure. Je pensais qu'elle allait me redoubler. Et au final, bah, je vous redirai à la fin, mais je l'ai recroisée. Mais donc, du coup, c'est marrant, j'ai croisé une de nos athlètes Baou qui était sur la même course que moi. Et pour revenir à Tunte, en fait, là, pareil, au ravito, je vais chercher mes quartiers d'orange, mes bananes, et je vois Julien qui est journaliste de Wider Magazine, avec qui on avait collaboré aussi avec Baou. Je savais qu'il était sur la course, et là, on s'est croisés à ce moment-là, à ce ravito, donc super sympa. Il dit, ah, cool et tout. Bah, viens, on continue ensemble. Bon, bref, lui il part un petit peu en avance. Et au final, je le rattrape quelques kilomètres après. Parce que lui, il avait des problèmes gastriques, donc il s'était arrêté derrière un buisson pour faire une grosse pause popo. Et donc, on s'est retrouvés à ce moment-là. Et au final, on a commencé à courir ensemble. Et on a fait toute la partie finale, enfin, jusqu'à l'arrivée ensemble. Et Ok. donc, ça a été vraiment un leitmotiv chacun. Ça, c'est assez extraordinaire quand tu retrouves quelqu'un qui a à peu près le même rythme, puis tu commences à bien sympathiser. Bah, en fait, sur des fins de course, c'est un soutien qui est assez extraordinaire. Et là, d'avoir quelqu'un que tu connais, alors je connaissais pas tant que ça, mais que tu connais un petit peu, qui est français en plus, dont tu peux parler avec lui, bah c'est pas un soulagement, mais c'est super sympa. Et bah, du coup, tu discutes et quand tu as des moments un peu difficiles, bah, ça passe mieux. Donc lui, il était plutôt à l'aise dans les montées et puis moi, je faisais la trace, entre guillemets, dans les descentes. Mais il fallait faire gaffe quand même parce que
Là, tu rentames aussi une grande descente et c'est super technique avec plein de cailloux. Donc, il faut vraiment faire gaffe où tu mets les pieds. Donc, on discutait, mais pas tant que ça. On faisait vraiment gaffe, quoi. Ouais, il y Voilà. avait focus quand même sur là où Ouais. tu mettais les pieds. Bah là, tu te dis, la fin est plus trop loin, mais c'est pas le moment de se faire une cheville ou de se blesser bêtement. Donc, bon, on en a. Chacun de nos tours, nos chevilles ont un petit peu tourné, mais on les a rattrapées et c'était pas bien méchant. Et on est arrivé au dernier ravito, qui était, je sais même plus comment il s'appelle, tu as peut-être la carte sous les yeux, Alors, Aguimai ou je sais pas quoi, je sais pas comment on Ao- prononce. Ayagores? Ouais, Ayagores, voilà. C'était vraiment une ambiance vraiment sympathique et cordiale. Il y avait beaucoup de monde, mais ça devait être de la population locale, parce que là c'était un lieu assez isolé, donc pas d'assistance. Et donc là, il y avait des grosses paellas géantes pour ceux qui voulaient. Donc nous, on n'avait pas trop l'appétit à ça. Il commençait à faire un petit peu chaud, donc moi, j'ai demandé à un bénévole de m'asperger d'eau. Et il y en avait un autre aussi qui avait des sprays brumisateurs. Moi, je pensais que c'était genre une bombe d'évian pour se faire du frais. Et en fait, c'était juste un brumisateur comme un qui fait chaud-froid là. Donc là, il m'en a mis sur les jambes, j'en ai mis sur le mollet et cuisses, et on est reparti comme ça. Et avec le petit vent qui passait sur toi, ça faisait vraiment, ça faisait vraiment du bien. Et là, nous voilà partis dans une longue piste, une longue montée sur une piste, une espèce de piste 4x4. Mais là, c'était une partie vraiment un peu chiante parce que c'était une longue piste, pas très pentue, mais à ce niveau de la course-là, on n'avait plus trop les jambes pour la courir. Et là, c'était assez long parce que enfin, tu la voyais au loin, donc c'était assez interminable. Donc là, on a marché, mais en marche rapide, rapide, rapide. On discutait aussi. Et après, on a basculé en fait dans le canyon final, où là, on commençait à arriver sur la Golden Hour, donc le sunset. Donc là, des couleurs, mais extraordinaires, donc orange, rose. Et là, on s'enfile dans un canyon, mais vraiment ambiance Grand Canyon. Et là, en fait, tu as encore 12 kilomètres pour arriver à l'arrivée, pour arriver sur la ligne d'arrivée. Hmm. Et là, en fait, tu es dans un espèce de... comme dans un lit de rivière, mais sans eau, forcément. Et c'est que des espèces de gros galets énormes, pareil. Et ça, c'est pendant 12 bornes. Et Oh, ça, c'est incourable. Enfin, c'est une galère. Donc ça te... Enfin, au niveau du mental, ça te fracture le mental. Mais là, comme on était deux, on se tirait l'un et l'autre. Et surtout, bah là, je regardais la montre. Et là, j'avais un objectif temps. Je dis, il faut que je mette moins de 12 heures. Moins de 12 heures. Un peu avant la montée, la longue piste 4x4, je me disais peut-être que les 11h30, 11h45, c'est jouable. Mais comme là, j'ai un peu calé et j'ai pas pu la courir, je me suis dit, allez, moins de 12 heures, moins de 12 heures, moins de 12 heures. Donc, j'ai rien lâché. Et donc, on a tout couru ce canyon qui est vraiment chiant. Et on avait un autre objectif aussi, c'était de ne pas allumer la frontale. Et malheureusement, ça, c'est un des seuls objectifs non réalisés. On a dû rallumer la frontale, mais juste pour 25 minutes. Donc, du coup, on l'a quand même allumé parce que sinon, on n'y voyait plus rien du tout. Et en fait, tu finis, tu as 10 km comme ça dans le canyon, donc que des gros galets, une galère. Et après, tu arrives, tu commences à voir les lumières de Maspalomas. Et tu as 2 km de piste, mais plate. Où là, si tu le fais de jour, je pense que c'est pas trop sympa parce que tu passes un peu devant l'autoroute. Et au final, tu arrives vraiment dans le parc de Parc del Sur. Donc l'arrivée, c'est pas sur la plage, c'est pas sur la mer. C'est vraiment 2 km avant la plage. Mais tu as un grand parc. Et là, tu longes un peu le stade. Et bah là, j'ai retrouvé donc ma fille qui m'attendait à l'avant-dernier virage. Donc, comme on a l'habitude de faire, elle court les derniers mètres avec moi, donc main dans la main. Et puis du coup, Julien avec moi aussi, qui a fait toute la seconde partie de course. Donc nous voilà, tambour battant, passer la ligne d'arrivée tous les trois, donc main dans la main. Donc c'était un moment vraiment fantastique. Et autre chose marrante, c'est que le speaker, en fait, qui s'appelle Guillaume, que moi je connaissais pas du tout, et un ami de Julien, donc avec qui j'ai couru la seconde partie de course, et aussi une connaissance de mon collègue François, qui a fait le half marathon au Pérou. Donc Guillaume était le speaker au half marathon au Pérou, et ils avaient bien sympathisé comme ça.
Et François avait vu que Guillaume était speaker. Il avait dit, ah, il y a mon directeur commercial qui fait la course, c'est Dossard 1250. Et si c'est toi à l'arrivée, fais-lui un big up. Et en fait, on arrive, donc tous les trois, Julien, ma fille et moi. Et le speaker dit, ah voilà, Julien, Basile qui arrive, Julien, mon pote, et Basile, ouais, François m'a passé le message. Enfin, c'était grandiose, quoi. Vraiment un moment complètement décalé. Et bah là, ils te remettent la médaille, donc grosse médaille assez énorme en relief. Donc moi, je suis pas un fanatique des médailles, mais je sais qu'il y en a qui sont collectionneurs de médailles, et il y a même certains coureurs qui ne font des trails que s'il y a une médaille à la fin. Donc là, il y a une grosse médaille pour ceux qui veulent savoir. Et après, donc du coup, là par contre, t'as tout qui retombe un peu, donc tu te poses, tu t'assois tant bien que mal, tu bois un petit peu. Et là, j'avais besoin de sucre, donc heureusement, Vanessa, ma compagne, avait un Nesti dans le sac, donc j'ai pu boire un petit peu. Et là, j'ai dû rester posé 15 minutes à un petit peu savourer. Mais j'avais la banane, quoi. On le verra sur les photos. Donc j'avais la banane et j'étais plutôt frais, franchement. Pas de galère en soi. Et après, donc, par contre, quand tu te lèves au bout de 15 minutes, bah, tu sens que tu as relâché. Et là, tu commences à avoir les jambes bien, bien lourdes et un peu mal partout. Parce que ton cerveau a complètement relâché. Et ça y est, c'est arrivé. Donc là, tu sens le relâchement partout. Et donc après, on est parti se poser. Il y avait dans le parc, il y avait quelques stands avec des food trucks. Donc on est parti se poser là, manger un bout. Moi, j'avais pas encore trop l'appétit, mais c'est venu par la suite. Et là, en tout, on a dû rester peut-être une heure à savourer. Et puis après, on est reparti prendre la voiture. Ok. Écoute, bah déjà, énorme respect, puis félicitations pour avoir réussi à réaliser ton objectif, qui était quand même bon, moins de 13 heures annoncé. Et là, tu arrives à moins Ouais, de 12 heures, donc ouais, vraiment top. Puis surtout avec une course qui s'est passée dans de conditions, en tout cas physiques, on va dire presque optimales. Donc ouais, c'est vraiment ça. félicitations encore. Et effectivement, j'ai vu avec le suivi lifetime que j'avais mis sur le compte Insta, enfin, j'avais le relayé sur le compte Insta. On te voit, il y a des petits passages vidéo et c'est quand on peut te voir en tout cas franchir la ligne d'arrivée. Du coup, avec ton pote plus ta fille. Donc Ouais, ouais, c'est vrai qu'on voit ça. ça Ouais, doit être vraiment un chouette moment en tout cas que t'as eu vivre ouais, non, là. c'est Surtout plus le petit message perso parce qu'il n'y a pas l'audio, il y a que la vidéo. ouais. Donc, Non, franchement, c'était donc un super moment. Et pour résumer un petit peu ma course, bah ouais, super content de l'objectif qui est explosé, des sensations du moment. Top 100 aussi, donc qui est quand même plutôt sympa aussi. Et en dehors de ça, ouais, c'est le fait d'avoir surtout bah, kiffé ma course, d'en avoir pris plein les yeux. C'est vraiment ce que je cherche quand je fais du trail, c'est d'aller sur des courses dont j'ai envie et où il y a des choses à voir et qui me plaisent. Et là, franchement, je me suis régalé à tout niveau. L'orga est vraiment au top du top. Les ravitaux, tout est carré, le balisage, c'est carré. Le parcours est magnifique, technique, il y a de tout. Donc franchement, c'est une course que je recommande à 3000%. Vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, il y a tous les formats, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les grandes. Donc il y a l'ultra, il y a le 84, il y a le format marathon, le 20, il y a même des courses enfants, il y a un KV. Donc il y a vraiment de quoi s'éclater. Donc franchement, topissime. bah écoute, tu vois, c'est bien que tu parles de ce sujet-là, parce que c'est quelque chose que je voulais aborder un petit peu sur la plupart, en tout cas, des épisodes du podcast. Un petit peu la partie de l'organisation de la course, comment toi tu l'as vécu, que ce soit de l'inscription au retrait du dossard jusqu'à l'arrivée de la course. Donc c'est bien, tu as déjà répondu en grande partie à cette question-là. Sachant que tu la recommandes à 3000%, je pense que pour toi, en tout cas, cette Ouais, aventure-là, et ce côté-là, en tout cas, est vraiment pleinement satisfait. oui, franchement, non, rien à redire sur l'orga, sur tout ce que j'ai cité avant. La seule chose, c'est pour ceux qui parlent pas espagnol, comme moi, des fois, c'est pas évident parce que eux-mêmes, comme nous, en français, ils parlent mal anglais ou pas du tout. Donc, du fois, t'as du mal à te faire comprendre. Mais bon, quand tu es dans la course, que ce soit
enfin, quand tu cours, il y a plus de langue qui soit, tu arrives à te faire comprendre, puis au ravito, tu pioches ce qu'il y a, donc c'est pas trop gênant. Mais voilà, c'est juste cette partie-là où, au niveau du briefing et autres, bah, t'as rien en anglais. Enfin, du moins, moi, sur mon départ, il n'y avait pas de briefing en anglais, ni en français, bien sûr. Donc, juste ça. Mais sinon, enfin, c'est rien. C'est pas un reproche, c'est juste une petite remarque. Oui, c'est voilà, un constat de. Et à l'arrivée, il y a pas de repas aussi. Par contre, tu es quand même assez gâté au niveau des cadeaux. Donc, quand tu prends ton dossard, tu as un t-shirt North Face, un vrai t-shirt North Face. Hein, c'est pas un t-shirt avec un t-shirt bas de gamme floqué North Face, c'est un vrai t-shirt North Face. Et pour les finishers, tu as une vraie veste North Face à capuche, pareil, qui vaut 200 euros 200 euros dans un magasin, quoi. Donc, Ok, ah oui. ça, c'est vraiment quali, quoi. Ok, ouais, ça c'est cool. Donc voilà, donc t'es reparti avec un t-shirt, une veste, une médaille. Ouais, c'est ça, et surtout une grande satisfaction et un pur kiff. Le reste, c'est que du bonus, mais vraiment, c'était d'en prendre plein les yeux et de m'éclater et de prendre du plaisir et de donner du plaisir quand je vois les yeux de ma fille ou de ma compagne grands ouverts et avec la banane. Bah ça vaut tout l'or du monde, quoi. Et est-ce que tu referais cette course-là ou le format même supérieur dans le futur? Bah là, tout de suite, j'ai envie de te dire non pas parce que j'ai souffert, hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est plutôt parce que j'aime découvrir d'autres courses et d'autres endroits. Donc là, comme c'est une course qui est pas à domicile ou qui nécessite quand même une certaine logistique, bah, j'ai pas nécessairement envie de la refaire, mais par contre, ça m'a conforté dans l'idée de faire d'autres courses à l'étranger et de mixer, bien sûr, toujours la course avec des vacances et de profiter de la destination en dehors de la course aussi. Donc là, ça m'a vraiment donné envie de retourner à l'étranger, faire d'autres trails. Ouais. Du coup, vu que cette aventure, tu l'as partagée à trois, enfin vous la partagez à trois, comment est-ce que tu sais comment elles l'ont un peu vécu de leur côté, entre les différents ravitaillements, l'avant-course, tout ça? Ouais, bah pour ceux qui font l'assistance, ceux qui ont déjà fait, ils savent de quoi je parle. C'est tout aussi fatigant et encore plus stressant que d'être coureur parce que tu as la pression de pas rater le ravito, d'être là en temps et en heure. Encore plus à l'étranger, donc là il y avait un petit peu de pression au niveau de la route, de savoir où sont les ravitaux, de ne pas se planter. Donc maintenant, heureusement, il y a des GPS, donc ça va, mais tu as toujours ce stress-là. Et ça fait quand même des longues journées, parce que nous, on court, donc c'est certes une longue journée, mais on fait ce qu'on a à faire. Elle, entre les ravitaux, il y a quand même du temps à tuer, entre guillemets, en plus de la route. Donc, il faut s'occuper. Mais généralement, les gens qui font ça aiment bien parce que tu vis la course autrement et bah, tu vois passer tous les coureurs. Donc, tu peux voir passer un peu les élites ou si tu es à cheval sur plusieurs courses, tu peux voir ceux qui sont en fin de peloton. Donc, tu t'en vois qui sont super frais, d'autres qui sont complètement éclatés dans la lune. Enfin, c'est assez. Enfin, c'est un peu comme un champ de guerre parfois quand tu assistes à ça. T'en vois, ils sont complètement déphasés, le bras en sang ou complètement plein de boue, en train de boiter. D'autres qui arrivent derrière totalement frais. Donc c'est un peu bizarre cette ambiance, mais c'est ça qui est sympa à suivre. Donc généralement, tous ceux qui font des assistances, au final, même si c'est des journées très longues et ultra fatigantes, c'est quand même des super souvenirs. Et moi aussi, j'aime bien de temps en temps faire des assistances pour des potes. C'est toujours agréable à faire et ça te donne du baume au cœur aussi. Pour revenir sur un des points culminants de la course, que ce soit par sa position au niveau de l'altitude ou bien par sa beauté, tu me parlais tout à l'heure de El Nublo, si je me trompe pas. Ouais, Est-ce que tu as pu y revenir ou est-ce que tu vas y revenir avant de partir pour voir vraiment finalement à quoi ça ressemble bah, ce paysage? très bonne question. Donc du coup, ouais, comme j'ai rien vu pendant la course et que je savais que c'était un site grandiose, il fallait pas que j'en reste là.
Donc, c'est pour ça que j'avais réservé les deux fameuses nuits à Cruz de Tereda qui est juste à côté. Donc, on y arrivait hier et enfin, jour, on y arrivait dans l'après-midi. Et là, c'était jour avec grand soleil, grand ciel bleu. J'ai dit, bah, faut y aller maintenant. Donc, du coup, on a pris la chambre d'hôtel et on est parti donc faire Roquel Nublo. Donc, il y a quoi? Il y a 15 minutes de voiture de l'hôtel. Et en fait, tu as un parking qui est à une demi-heure du rocher. Donc, c'est vraiment une balade qui est très courte. Tu as 1,5 km de montée et 150 de dénive. Et là, on y est arrivé vers 17h30. Donc, on était arrivé vraiment aux belles lumières. Et on a pu faire le sunset en haut de Roquel Nublo. Mais on a eu de la chance, on a eu un sunset mais incroyable. Donc ceux qui me suivent sur Insta, on peut suivre ça. J'ai mis pas mal de photos, mais c'était vraiment magnifique. Un des meilleurs moments de ma vie que j'ai pu vivre. Donc là, pareil, ambiance vraiment western, avec une vue donc à 360 degrés. Donc plein ouest avec le coucher du soleil. Donc tu vois tout le canyon et toute la vallée avec différentes couleurs, des brumes. Et au fond, en fait, tu vois l'île de Tenerife avec le TID, qui est le sommet le plus haut des Canaries, puisque c'est 3600 et quelques mètres. Donc là, tu as une vue magnifique sur ça. Et là, bah, tu t'assois et tu contemples, quoi. T'es waouh. Donc il y avait un petit peu de monde, mais ça allait. On a pu quand même trouver deux, trois endroits pour se poser tranquillou. Donc voilà, j'ai fait ma récup entre guillemets dès le lendemain avec ces 3 km là et 150 de dénive. Donc j'avais les jambes un peu lourdes, mais franchement, ça s'est passé crème. Et là, franchement, on a kiffé. Et on a bien fait de le faire hier parce que aujourd'hui, en fait, c'était assez brumé et couvert. Donc on n'aurait pas pu le faire, du moins, on n'aurait pas pu profiter du sunset de la même manière. Et pour la petite anecdote aussi, j'avais réservé donc le spa et le massage pour la récup. Enfin, je pensais l'avoir réservé aujourd'hui et en fait, mon massage était hier soir. Donc, si je m'étais pas planté, j'aurais profité du massage, mais pas du sunset. Et au final, bah, ça s'est bien goupillé parce que j'ai loupé le massage, mais j'ai pas loupé le sunset et j'ai pu récupérer le massage aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai fait le massage dans l'après-midi. Donc j'ai pu quand même faire mon massage qui m'a fait un bien, un grand bien. Ouais, bon, je pense que tu as gagné au change, hein, à mon avis. Ouais, non, là, j'ai rien perdu et j'ai gagné au change. Et du coup, là, on part un petit peu sur la partie récupération. Comment toi, tu vois en tout cas la récupération après une course comme ça par rapport bon, à ce que tu as déjà entamé? Tu nous as expliqué une petite marche plus massage, sauna. Et pour les prochains jours, comment ça va se passer pour toi? Bon, là, ça va être vraiment cool au feeling total. Donc là, déjà, au niveau alimentation, bah, tu manges un peu tout. C'est vrai que dès le lendemain, ou même dès la nuit, après mon arrivée, j'avais faim et je mangeais tout ce qui bougeait. Je me suis même levé la nuit, parce que la première nuit, en fait, après ton arrivée, on n'arrive pas à dormir, tu as les jambes qui te lancent, puis tu as encore l'excitation, l'adrénaline. Donc j'ai pas du tout dormi. Enfin, j'ai somnolé et je me suis levé deux fois dans la nuit pour aller manger ce qui restait un petit peu dans le frigo. Donc j'ai mangé tout ce qui passait. Et c'est vrai que pendant 2 jours, tu as envie de tout bouffer, quoi. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Donc là, ça commence à se calmer, mais voilà, pas de privation à ce niveau-là. Là, c'est vraiment récup. Donc je mange ce que j'ai envie, ce que je veux. Donc je m'accorde un peu des choses que je m'accorde pas d'ordinaire, on va dire. Et sinon, bah, là, après le massage, voilà, c'est au moins 4 5 jours tranquille, sans activité physique. Et puis jeudi, je verrai si je refais un petit footing. Mon coach m'a dit vélo, mais bon, j'ai pas de vélo sur place. Donc peut-être qu'à l'hôtel, il y aura des vélos elliptiques. Donc peut-être je ferai ça ou un petit footing selon mon ressenti et mes jambes. Voilà. Si je sens que j'ai encore besoin de récup, bah, je continue la récup. Sinon, voilà, en gros, c'est 5 6 jours après, petit footing tranquille, quoi. Ok, ça marche. Et puis, alors, on va partir un peu plus loin. Quels vont être tes projets futurs, tes prochaines courses, tes prochains défis? Où est-ce qu'on peut te suivre et quelles sont tes prochaines actualités? Bah, j'ai rien de vraiment décidé encore. J'ai plein de courses en tête que j'avais notées dans mon agenda.
Il faut que je vois avec mon coach, justement, avec Fred, comment je peux les caler au mieux. Mais l'idée, en fait, ça serait possiblement de faire un gros ultra sur juin-juillet, puisqu'en mai, il y a pas mal de ponts, donc je vais pouvoir en profiter, poser des congés, et je vais pouvoir vraiment borner, de faire un gros bloc pour essayer de faire un gros ultra sur juin-juillet. Donc ça va être mon objectif. Et après cela, après un ultra, il faut voir déjà comment on récupère encore une fois. Et peut-être d'autres, d'autres courses en fin d'été. Donc, soit un autre ultra, soit plusieurs petites courses de 40 km, entre guillemets. Et, euh, et octobre aussi, pourquoi pas un autre ultra. Enfin, à voir, voilà. J'ai rien de fixé, mais dans l'idée, ça serait à minima un gros ultra sur juin ou juillet. Et après, je verrai en fonction de la forme et de l'envie. Et c'est quoi, toi, un petit peu les courses qui te font envie là, de faire cette année ou même l'année prochaine, là, en ce moment, celles que tu ziotes du coin de l'œil? Ouais, bah là, sur juillet, juin-juillet, il y avait l'UTB, qui est l'Ultra Trail du Beaufordin. Mais j'ai raté les inscriptions. Enfin, tout est parti en une demi-heure, donc il n'y a plus de place. Donc, à moins de trouver un dossard d'une certaine manière, celui-là, il sera foutu pour cette année. Et après, il y a l'UTHG, qui est aussi magnifique, donc qui est vers Samoin, pour ceux qui connaissent. Mm. Donc ça, c'était les Oui, deux que l'Ultra j'avais Trail du mis de Haut-Gifre, noter. c'est ça? Ouais, c'est ça, Ultra Trail du Haut-Gifre. Ou il y a le Grand Trail de Serponçon aussi, qui a changé de date, qui est en juin également. Donc ça sera un de ces trois-là, je pense, pour cet été. Et après, je pense que je vais m'aligner sur le Super Bélier, donc qui est un combiné de trois courses, un 7 km, un 15 et un 42 sur 3 jours, donc avec un total de 80 et quelques kilomètres. Donc ça, c'est à domicile, entre guillemets, à la Clusa. Et donc en octobre, je verrai. Je verrai si je refais un ultra ou un 60-80. Et sinon, les courses qui me font vraiment rêver un petit peu à l'étranger, bah, il y a bien sûr la Diagonale des Fous, comme un peu tout le monde, mais ça, je l'ai dans le coin de la tête. Et sinon, il y a une course qui est moins connue, mais qui me fait doublement rêver, c'est l'UTAT. Enfin, maintenant, ça s'appelle l'Atlas Quest, je pense, qui est un ultra au Maroc, dans tout l'Atlas, au départ de Doukmaiden. Et en fait, c'est 110 km, je crois, et 8000 mètres de dénivelé. Et tu as 3 ou 4 sommets à plus de 3000 mètres. Et là, pareil, tu es dans des paysages mais, grandioses, où des Mm. fois, tu peux courir pendant 30-40 km sans croiser la moindre habitation et la moindre personne. Donc ça, c'est des choses vraiment qui m'attirent. Et là, le fait d'avoir retrouvé des paysages un peu semblants au Maroc, sur la Transgrande Canaria, bah, ça m'a doublement motivé pour m'inscrire un jour sur l'UTAT. Donc si l'organisateur de l'UTAT m'entend, je suis chaud pour venir. Le message est lancé. Écoute, bon, on arrive gentiment sur la fin de cet épisode de partie 2 de ton aventure. Voilà, je tenais encore à te remercier d'être venu et revenu partager cette aventure en intégralité. J'espère que, en tout cas, moi, je pense que certains, ça va leur donner envie de faire cette course. En tout cas, ceux qui se posent encore des questions, je pense qu'ils se retrouvent peut-être le pas pour l'année prochaine en fonction de leur agenda. Mais voilà, merci en tout cas à toi d'être venu sur le podcast. Merci beaucoup à toi, Alex, de m'avoir reçu, et puis ravi d'avoir pu partager ces 2 épisodes. Et puis j'espère que ça a pu donner envie à certains de courir ou de faire la Transgrande Canaria. Et puis je suivrai avec attention tes prochains épisodes avec, je pense, des grosses têtes d'affiche à venir. Voilà, petit teaser. On se Ouais, comprend tous les deux. exactement, oui, quelque chose qui s'est passé récemment. Donc effectivement, oui, il y a du lourd à venir. Et pour terminer l'épisode, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Bah, de pouvoir courir et kiffer un corps pendant de nombreuses longues années. Voilà, juste du plaisir, et de pouvoir crapahuter dans des endroits magnifiques partout. Voilà, rien que ça me suffit. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute.
Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.